bonjour à toutes et tous. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes dans le chat qui nous disent bonjour. Juste pour vérifier, je voulais vous demander si vous m'entendiez bien. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien? Il y a un petit peu de latence, donc je vais juste attendre d'être sûre que tout le monde m'entend pour continuer. J'ai l'impression que c'est bon. Du coup, on a beaucoup de personnes qui se sont inscrites à ce webinaire aujourd'hui. Donc pour attendre que tout le monde arrive, je vais peut-être commencer par me présenter très rapidement et présenter ce webinaire. Donc moi c'est Tana, je suis responsable de l'animation de communauté au sein de l'équipe de data.gouv.fr. Et ce webinaire sur les outils pour faire de la cartographie, il est organisé dans le cadre de la rentrée de DataGouv. C'est d'ailleurs le dernier webinaire de la rentrée de DataGouv. Donc la rentrée DataGouv, c'était un cycle de 3 mois d'événements, enfin je parle maintenant déjà au passé, pendant lequel on a échangé sur l'accès, la circulation et l'usage des données publiques. Et donc comme je le disais, c'est le dernier webinaire et on va clôturer cette rentrée de DataGouv avec un hackathon sur le climat qu'on co-organise avec Météo France la semaine prochaine. Et donc je pense qu'on va pouvoir commencer. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter des outils et des projets dans le cadre desquels on prend des données et on les visualise sur une ou des cartes. C'est un petit peu différent du webinaire qu'il y a eu la semaine dernière sur plutôt les données géographiques. Si c'est un truc qui vous intéresse, je pourrais vous remettre l'enregistrement dans le chat pour que vous puissiez le voir. Et donc aujourd'hui, on a 4 intervenants qui vont justement vous présenter ce sur quoi ils travaillent dans ce cadre-là. Et donc si vous voulez, je peux vous inviter à vous présenter. Aurélie, peut-être que tu peux commencer, ouais. Oui, bonjour tout le monde. Aurélie, donc moi je fais partie de l'équipe qui développe UMAP, donc un outil qui permet d'afficher de la donnée sur des fonds cartographiques OpenStreetMap. Et je suis designer. Et je peux passer la parole à Alexandre. Bonjour à tous, du coup moi je suis Alexandre Orion, je travaille à l'IGN et je suis le chargé de produit carte.gouv et vous verrez tout à l'heure à quoi ça correspond, mais c'est un gros projet autour de la cartographie mutualisant plusieurs outils existants de l'IGN. Et je te donne la parole à Maël. Bonjour, donc moi c'est Maël, je travaille pas chez DataGouv mais chez BetaGouv. Mais le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un projet mené en perso, donc qui s'appelle Carte.app. Et donc l'objectif, c'est de faire une alternative à Google Maps libre et basée sur des données publiques. Et puis je te passe la parole, Maxime. Je crois que tu es en mute, Maxime. C'est là, c'est bon, j'ai trouvé. Il y avait un double bouton. David, tout seul avec ça. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Maxime Salle, moi je fais partie d'un collectif de cartographes qui s'appelle les Artisans Cartographes. Et voilà, on clôturera ce webinaire sur les différents outils qu'on utilise. Je vous en dis pas plus non plus maintenant, mais tout à l'heure. Super, bah du coup on va commencer avec Aurélie. Parfait, alors j'y vais. Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement j'ai partagé un slide. Est-ce que c'est bon? Ouais, ça fonctionne. Tout bon. Ok, super, merci. Donc je vais vous parler de UMAP, un outil libre open source pour créer des cartes, donc pour mettre des données sur des fonds de cartes OpenStreetMap. Juste rapidement, UMAP existe depuis 13 ans. Moi, j'ai rejoint l'équipe il y a juste 2 ans pour des petites missions d'accompagnement. Il y a 1,3 million de cartes créées, 150 000 comptes utilisateurs, 5 000 utilisateurs actifs et 7 instances actives de UMAP. Ça veut dire qu'il y a une grosse communauté de contributeurs et d'utilisateurs
et donc pas mal d'échanges de forums, de documentation qui permettent en fait de faire évoluer l'outil. Donc avec Yuma, vous pouvez faire des choses toutes simples, mettre un point sur une carte et puis mettre des informations de légende sur ce point ou créer une zone. Puis vous pouvez faire des choses plus structurées. Là, on voit par exemple une carte qui a été importée dans le cadre du territoire intelligent sur un site web. Ce que je vais vous montrer là aujourd'hui, c'est je vais vous faire une démo pratique pour afficher des données en open data, des données qui seraient sur DataGouv, sur une carte UMAP. Donc le but, c'est vraiment de vous montrer, de faire le pas à pas avec vous. Et l'objectif, c'est d'arriver à réaliser cette carte-là, en sachant que je pourrais vous mettre le lien parce qu'il y a une carte tuto qui a été faite aussi, et vous pourrez refaire le cas pratique, voilà, si ça vous amuse. Donc là, on a un exemple où on représente les établissements scolaires de la métropole d'Orléans. Et donc, on souhaite avoir cet affichage-là avec différentes couleurs. Et du coup, on est allé chercher de la donnée sur DataGouv. Donc là, effectivement, moi, la donnée, je l'ai repérée. Enfin, j'ai repéré la page. J'ai repéré la page sur DataGouv où je pouvais récupérer cette donnée. Donc, elle est ici. Voilà, j'ai bien vérifié que ça correspondait à mon besoin. Donc, sur Orléans Métropole. Les données open data, c'est sur DataGouv. Ça peut être aussi sur les portails open data des collectivités. Et du coup, là, je vais récupérer le fichier JSON avec donc les informations géographiques. Donc, je télécharge le fichier et je vais pouvoir ensuite l'ajouter dans UMAP. Alors, UMAP, c'est un outil qui a plusieurs instances. J'ai une slide aussi ici. Alors, je vous ai dit qu'il y en avait 7 principales qui étaient des instances actives, mais il y en a dans différents pays. En France, les principales, c'est l'instance UMAP qui est hébergée par OpenStreetMap. Donc, c'est la plus grosse instance. Il y a l'instance Framacart qui est aussi une instance de UMAP. Et si vous êtes, s'il y a des agents publics parmi nous, il faut savoir qu'il y a aussi une instance qui a été mise en place et accompagnée par l'ANCT, qui est cette adresse-là, UMAP. Quand vous faites UMAP agent public, vous allez sur cette instance. L'intérêt d'utiliser cette instance, bon, au-delà que c'est sur des serveurs donc gouvernementaux, c'est aussi que ça permet de désengranger l'instance OpenStreetMap. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc, vous pouvez aller sur l'un ou l'autre. Alors, l'instance agent public, même pour ceux qui ne sont pas agents publics, vous pouvez quand même aller y faire un tour parce que il y a un blog, il y a eu tout un travail par Sophie Clairet de réalisation de tutos, d'infolettres. Vous pouvez explorer les cartes et si vous faites une recherche en écrivant tuto, vous allez trouver plein de cartes avec des descriptions étape par étape. Donc ça fait des ressources comme ça publiques assez riches. Et par contre, après, quand vous voulez créer une carte, si vous êtes agent public, vous vous connectez là et puis vous vous connectez via ProConnect. Et sinon, par exemple, vous allez sur l'instance OpenStreetMap, voilà, qui est un peu différente. Et là, pour se créer un compte, vous avez le choix de vous créer un compte soit en passant par GitHub, donc ça c'est pour les développeurs. Pour les autres, vous pouvez vous créer un compte sur OpenStreetMap. C'est intéressant d'avoir un compte sur OpenStreetMap puisque après, en fait, ça va vous permettre d'accéder aussi aux différents outils OpenStreetMap et dont, par exemple, le forum. Il y a un forum UMAP sur OpenStreetMap et donc il y a plein de gens qui contribuent, qui répondent. Donc ça crée une communauté. Donc c'est assez chouette, voilà, de se retrouver aussi là pour discuter. Voilà, donc une fois que vous vous êtes connecté, que ce soit sur une ou l'autre instance, en fait, ensuite vous allez vous retrouver sur le même outil, donc UMAP. Hop là. Et donc vous arrivez sur votre sorte de dashboard et là vous allez pouvoir créer votre première carte. Donc créer une carte, on va retrouver ici créer une carte. Donc je vais rester là, mais après on a exactement le même outil et les mêmes fonctionnalités. Voilà, donc ce qu'on veut, nous, c'est importer des données qu'on a téléchargées sur DataGouv sur la carte pour les localiser. Pour ça, en fait, quand on est dans
dans UMAP, la première fois, on arrive ici. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une carte qui est une carte sans nom. Donc là, moi, je vais juste la nommer établissement Orléans, métropole, voilà. C'est toujours bien de la nommer. On voit que pour le moment, elle est en brouillon, elle est en privé, donc je peux l'enregistrer néanmoins. Et là, en fait, pour importer des données, il y a plusieurs façons de faire. Je peux soit cliquer ici, donc il y a un bouton qui permet d'importer des données, et puis aller chercher mon fichier que je viens de télécharger. Et sinon, ce que je peux faire aussi, qui marche bien, c'est... Alors, c'est peut-être pas là que je vais le retrouver. Ça va être plutôt ici. Voilà. Je peux aussi faire un cliquer déposer. J'attrape et je le mets sur mon outil. Ça, c'est assez sympa. Voilà, donc là, en fait, toutes les données que j'ai téléchargées sur DataGouv, JSON, je viens de les importer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un nouveau calque de données sur lequel j'ai mes informations. Donc, sur ce calque que je vais éditer, donc par exemple, si je l'appelle juste établissement, alors c'est toujours une bonne pratique d'indiquer la source de données dans ce cas-là. Donc là, moi, ce que je vais juste faire, c'est que je vais récupérer le lien DataGouv de la source de données. Voilà. Et donc j'ai effectivement un nouveau calque que je viens de renommer établissement sur lequel se trouvent ces données. Donc je peux visualiser le tableau de données. Donc ça me permet en cliquant aussi de voir un peu comment sont structurées les données que j'ai téléchargées. Alors je vois qu'il y a quand même aussi beaucoup de colonnes. Donc bon, dans UMAP, on peut supprimer. J'ai pas mal de colonnes là en plus qui sont un peu vides et qui ne vont pas forcément m'intéresser. Donc je vois que j'ai le nom d'établissement, donc ça m'intéresse. Donc c'est toujours important de regarder comment s'appellent les champs là, donc les titres de colonnes, type d'établissement, pour bien paramétrer ensuite ma carte. Donc là déjà, ce que je voudrais faire, c'est plutôt mettre des épingles et pas avoir ces gros marqueurs là, parce que ça fait y a un peu trop de superposition. Donc ça, on peut le faire facilement au niveau du calque ou de l'élément lui-même ou de la carte. Là, je vais le faire au niveau du calque. Donc là, je suis dans le calque établissement. Et donc, je vais changer la forme de l'icône ici. Donc, moi, ce que je veux, c'est des épingles. Voilà, déjà, ça me plaît mieux. Et maintenant, ce que je voudrais aussi, c'est effectivement avoir des couleurs différentes selon les types d'établissements. Alors, pour ça, vous êtes toujours... la plupart des choses qu'on va faire, là, se passent en fait au niveau des propriétés du calque établissement qu'on a créé. Donc, on a plein de possibilités. Donc là, pour changer les couleurs, on va utiliser les règles de formatage conditionnel. Donc, en gros, ça veut dire que je vais lui dire que si la colonne type l'établissement, donc ça correspond au nom de la colonne, comme on a vu tout à l'heure quand je vous ai ouvert le tableau. Si ce nom, c'est collège, eh ben, en fait, moi, je voudrais que voilà, il soit rose. Donc ça marche. Je vais refaire une autre règle. Il faut faire une règle, voilà, chaque fois si on veut des choses différentes. Type d'établissement, j'ai rattrapé. Je commence. Du coup, il ne l'a pas pris, je reviens. Je supprime cette règle. Hop. Donc, type d'établissement, donc ce que j'ai dit, c'est que j'ai mis collège. Donc là, par exemple, je vais mettre école. Donc pareil, hop. École, je vais dire que c'est en vert. C'est un peu... Bon, allez, pourquoi pas. Et je vais en rajouter une autre, puisque j'aimerais bien aussi avoir une couleur dédiée pour les types d'établissements de type lycée. Voilà, et là, pareil. Et du coup, je ne sais pas trop. Je vais mettre orange. Voilà, parfait. Très bien. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est que je commence à avoir, en tout cas visuellement, une visualisation de la répartition des types d'établissements. Ce que je vais vouloir faire aussi, c'est indiquer, en fait, quand je viens en survol sur une des épingles, j'aimerais bien avoir une étiquette qui s'affiche. Et cette étiquette, j'aimerais bien qu'elle
qu'elle reprenne le nom de l'établissement. Donc là, je vais lui définir que la clé pour le libellé de cette étiquette, ça va être... Alors, j'ai un petit truc qui m'aide, heureusement. Donc ça, c'est toujours le nom en fait, de la colonne où il y a ces informations-là dans le jeu de données. Donc, je veux que ce soit ça. Et puis, pour l'étiquette, en fait, c'est un élément qui s'affiche à l'interaction. Donc, on va trouver ça dans Options d'interaction. Et là, je vais lui dire que je veux afficher une étiquette au survol. Et donc là, hop, vous voyez, tac, tac, tac. Donc là, je vois le rendu. Il y a autre chose que je peux vous montrer, c'est que vous avez la possibilité de personnaliser ce pop-up là qui apparaît quand je clique. Alors, la personnalisation, elle est pas compliquée, mais peut-être un peu plus longue là, vu que on se partage un temps un peu limité là, entre nous quatre. Donc, là, ce que je vous montre, c'est que vous pouvez déjà utiliser des gabarits prédéfinis de pop-up, donc par exemple un gabarit tableau, qui va vous permettre d'afficher sous forme d'un tableau et peut-être avec la mention grande, parce que là on voit que comme mes intitulés de colonnes sont assez longs, ça sera peut-être plus joli comme ça. Donc là je vais enregistrer. Voilà, donc vous voyez qu'il y a toutes les données. Alors c'est vrai que je pourrais faire un tri dans mes données, etc. Mais là, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et voilà, une autre chose, une avant-dernière chose, ça va être de vous montrer qu'on peut maintenant ajouter des filtres un peu plus facilement. Donc, ça veut dire des filtres, ça veut dire que pour quelqu'un qui consulte, là, on est en édition, hein, toute la partie noire, en fait, c'est parce que moi, je suis créatrice de la carte. Mais quelqu'un qui va juste la consulter, il va avoir, en fait, juste ce menu-là à gauche. Donc, il a une légende. On va reprendre effectivement ce qu'on a défini, mais on a la possibilité ici de rajouter des filtres. Et donc, par exemple, filtrer par type d'établissement. Donc, pour faire ça, on retourne toujours en fait dans notre propriété de calque, donc toujours le même calque établissement. Et puis là, on a dans cette liste, là, on a la possibilité de gérer les champs. Donc, c'est tous les champs qui correspondent aux colonnes de ce fameux tableau. Donc, nous, on s'occupe... Ce qui nous intéresse, c'est ce champ type d'établissement. Puisque dans la colonne, c'est là où on voit que c'est un collège, un lycée ou une école. Et du coup, là, on va lui dire que lui, on va lui changer en fait son type. On va dire que c'est un type liste de valeurs. Et on va ajouter un filtre. Le filtre, on peut... Alors, par défaut, type d'établissement... Par défaut, il va utiliser voilà, hop, choix multiple, OK. Donc, on voit que mon champ maintenant est un champ de type liste. On voit ici, comme c'est le petit filtre, en fait, ça veut dire qu'il y a un filtre qui est activé. Et du coup, on va pouvoir le retrouver à cet endroit-là. Donc là, hop, par exemple, voilà, je vais pouvoir du coup filtrer en fonction de ce filtre et donc visualiser ce que je souhaite visualiser. Voilà, j'ai pas trop regardé le temps, mais j'espère que c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, alors là, elle est en brouillon. Alors, si vous voulez, vous pouvez la mettre en public, soit en cliquant ici, soit en cliquant sur la petite clé. Puis ici, vous pouvez définir qui peut la voir, par exemple tout le monde, quiconque, ou alors vous pouvez le limiter à des éditeurs ou à des équipes constituées de plusieurs utilisateurs. Et puis après, vous pouvez partager la carte, soit le lien de la carte directement, soit l'ajouter ici dans une iframe, si vous voulez l'intégrer sur un site web. Voilà pour la démo. J'espère que j'étais pas trop vite, mais bon, en tout cas, je vous ai montré un ensemble de choses qu'on pouvait faire avec des données récupérées sur DataGouv. Trop bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être prendre 2 petites questions avant d'enchaîner. Oui. Y a quelqu'un qui demande, est-ce que des agents territoriaux peuvent se connecter à UMAP via l'incubateur ANCT ? Oui, tout à fait. C'est une instance agent public au sens large. Donc voilà, en faisant une UMAP agent public. Y a une autre personne qui nous demande, peut-on utiliser un format JSON ? Si oui, y a-t-il une architecture à respecter avec des clés obligatoires ? Oui, bah, il faut les clés latitude, longitude, les clés géographiques. Ouais. Et la dernière question que je vois dans le chat, quel est le noyau SIG utilisé ? Ah bah bonne question, mais alors là, comme moi, je ne peux pas répondre. Parce que si quelqu'un sait ici, je peux donner l'information. Mais ouais, ça c'est les limites que je fais, que je ne suis pas développeuse.
Donc il y a des choses que je ne sais pas. Bon, on pourra Mais peut-être... je pourrais me renseigner et voilà, et répondre après, en différé. Ça marche. Bah du coup, je pense qu'on peut passer à Maël. Ça marche. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Eh ben, merci Aurélie. Je vais enchaîner. Je vais essayer d'être assez rapide aussi. Est-ce que vous voyez mon écran? Par contre, moi, je vous vois plus, donc n'hésitez pas à me le dire en audio. Oui, on voit bien son écran. Cool, merci. Donc, je vais vous présenter le projet Carte.app. Donc, vous pouvez suivre cette présentation à l'adresse qui est ici, qui sera peut-être dans le chat, du coup, partagée. J'ai fait une présentation assez complète en reprenant une présentation d'il y a un an que j'ai largement mise à jour. Et je vais passer certaines sections parce que ça va un peu trop loin et vous pourrez la consulter si vous voulez. Voilà, donc je disais tout à l'heure que j'ai travaillé notamment pour beta.gouv et aussi plusieurs projets personnels, dont Carte.app qui est devenu le gros projet sérieux sur lequel je travaille aujourd'hui. Donc en 2015, je voulais être embauché par DataGouv, j'ai jamais réussi, mais je fais une petite conférence, donc c'est cool. Donc je suis à Rennes depuis 3 ans, donc je développe l'application depuis Rennes. Donc je vais vous parler d'abord dans un premier temps du problème que j'essaie de résoudre avec la petite communauté de contributeurs qui travaillent avec moi. Ensuite, j'enchaînerai sur une démo et puis je parlerai finalement de comment construire en fait autour de ça une plateforme à part entière pour exposer la donnée. Donc, vous avez déjà vu ce graphique au moins une fois. Donc, c'est la chute que doivent représenter nos émissions climat, notre empreinte climat pour garder un monde habitable. Et ces émissions, elles seront dues pour le quart à la voiture. Donc, c'est le poste le plus important. Enfin, ça dépend du point de vue qu'on peut prendre, mais en tout cas, c'est l'un des postes les plus importants. Le sujet de la voiture représente aussi une urgence politique. La voiture est fortement liée à la montée de l'extrême droite et la dépendance à la voiture fait des événements comme les gilets jaunes. Et donc aujourd'hui, quelle est l'application de mobilité dominante? C'est assez simple, c'est Google Maps. Et sur ces 3 captures qui sont prises sans historique, en fait, vous verrez que les 3 mentionnent vraiment la voiture comme solution par défaut. Donc en particulier sur la première, on voit les autoroutes en jaune, c'est un des trucs les plus visibles qu'on voit au niveau du zoom européen. Et la première recherche, c'est station-service dans la barre de recherche. Donc c'est un problème physique bien réel, mais c'est aussi et surtout un problème d'information. À titre d'exemple, aujourd'hui, le coût de la voiture est sous-estimé d'un facteur 2 dans les différentes études qui étudient la question. Et donc moi, personnellement, je suis sujet aussi à ces biais-là. On parlait tout à l'heure sur la carte d'Aurélie d'établissement scolaire. Je me suis rendu compte que pour toute mon éducation, finalement, j'étais à peu près à 3 km de mon établissement à vélo. Mais je ne savais pas trop. Donc je passe rapidement sur ces sujets-là. Vous pourrez aller regarder la présentation si vous voulez creuser un peu. Un dernier point, c'est un petit quiz sur les distances dans la mobilité quotidienne aujourd'hui en France. En fait, 70% des lycéens sont à moins de 20 minutes à vélo de leur lycée. Et c'est évidemment encore moins pour le collège et l'éducation d'avant. Donc voilà. Donc un des gros sujets, c'est le transport en commun dans tout ça. En fait, on n'a pas une aussi bonne information sur le transport en commun que sur la voiture, qui est un peu plus simple à gérer. Voilà ici une mosaïque de toutes les marques de transport public en France, enfin quelques-unes en tout cas. Et donc ça crée des silos et donc de la complexité dans l'accès à l'information de mobilité. Et donc pour la petite histoire, ce projet Carte.app, je l'avais commencé comme trainvélo.fr. Le but c'était de faire un calculateur train plus vélo, qu'on puisse prendre son vélo dans le train. Je me suis rendu compte que c'était trop niche et qu'il fallait plutôt montrer de l'information environnementale et mobilité au sein d'une application généraliste, qui est, à mon avis, la grande raison du succès de Google Maps. C'est que c'est une application généraliste. Et donc, ce qui rend possible le projet Carte.app aujourd'hui, c'est vraiment
la disponibilité des données. Donc, par exemple, ici, vous voyez la gare de Rennes avec Google Maps à gauche, OpenStreetMap à droite. Et donc, la richesse d'informations est bien plus élevée sur OpenStreetMap, même sur les commerces, qui est pourtant souvent la raison pour laquelle on va vers Google Maps. Donc, la donnée publique, elle a de grande qualité aujourd'hui. Et voilà 2 autres exemples de données publiques qui peuvent être utilisées dans des applications cartographiques. C'est adresse.datagouv et le RNB, le référentiel national des bâtiments, qui sont en fait des richesses nationales qui ne sont pas forcément présentes dans d'autres pays que la France, mais qu'on peut utiliser pour pallier, par exemple, aux trous des adresses d'OpenStreetMap, qui ne sont pas encore toutes là. Voilà, donc je me suis dit que j'allais lancer un projet sur le sujet des cartes qui aurait la particularité d'être libre, donc du code source ouvert. J'ai vu aussi qu'en parallèle, l'IGN commençait à vraiment avoir un discours de remise en question de notre dépendance numérique aux GAFAM. Et je pense que ce sera une partie de la présentation d'après. Donc voilà, du code source ouvert et puis un objectif qui est d'afficher à la fois les horaires du boulanger et du bus et non pas avoir une application dédiée à chacun de ces services. Donc je vais vous faire une petite démo. Donc comment on installe Carte.app aujourd'hui? En fait, on ne l'installe pas. C'est sur le web, donc on ouvre un lien et on n'a pas besoin d'aller dans un store privé pour aller chercher l'application et commencer à l'utiliser. On n'a pas besoin non plus de la télécharger. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite démo. Donc, ça, c'est ce qui est en ligne actuellement. L'application, elle est améliorée en continu. Donc, toutes les semaines, on publie des nouveautés. Donc, le but de l'application, c'est d'être vraiment grand public, notamment sur le calcul itinéraire. Alors là, j'ai un petit problème. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à faire mon itinéraire. Je suis censé pouvoir le faire là. C'est peut-être la version iframe qui ne marche pas. Normalement, vous voyez toujours mon écran. Je l'ouvre dans un nouvel onglet et je vais aller sur Rennes, par exemple, que je connais bien. Ah, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à mettre le point de destination. C'est étrange. Bon, là, ça fonctionne quand je recherche le point de destination. Donc, vous voyez le résumé des transports, l'itinéraire vélo avec plusieurs options, les transports en commun. Donc ici, il me propose un bus, le bus direct, la marche et puis la voiture, dans une version, on va dire, V1 pour la voiture qui va bientôt être améliorée. Hop, je reviens. Donc voilà pour la démo. Et puis après, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'évidemment, on peut chercher les commerces, on peut afficher toutes les boulangeries de la zone comme ça, etc. et voir les informations sur la boulangerie quand on clique, avec les horaires quand ils y sont. Voilà, donc aujourd'hui, où en est-on? C'est un développement continu, donc il y a encore beaucoup de travail. Ça fait maintenant presque 2 ans que je travaille sur le sujet. Donc moi, de mon côté, je suis assez content parce que j'ai une carte dans ma poche qui me permet de sortir de la dépendance numérique aux GAFAM. J'ai remarqué que la communauté OpenStreetMap France est vraiment géniale, très aidante. Et du côté de l'État, en fait, on a des richesses en termes de données qui sont vraiment exceptionnelles. Donc je vais vous en parler un peu plus dans cette deuxième partie. Donc j'écoutais un podcast qui s'appelle Le Code a changé, qui disait que l'État plateforme serait mort, en tout cas qui étudiait cette hypothèse. Moi, mon constat, c'est pas du tout ça, c'est qu'il est vivant, il est très vivant, il n'est pas assez ambitieux sur certains aspects, mais il est parfaitement vivant. Et donc ici, par exemple, c'est une petite démo de Carte.app avec le fond de carte IGN, qui est fourni par l'IGN, avec l'intégration de la météo par Météo France, gratuite. Et donc quand on clique, on peut aller voir la météo du lieu sur du coup le site de Météo Public. Et ça, c'est gratuit. Donc Carte.app aujourd'hui utilise vraiment une ribambelle de sources de données et d'algorithmes. Donc ici, c'est un petit extrait de tout ce qu'on utilise. Alors j'ai ajouté quelque chose récemment, mais il en manque plein. C'est juste un aperçu. Et on peut résumer en fait l'initiative à faire de la plomberie autour de tout ça, au final.
Donc l'aspect technique, je ne vais pas forcément l'évoquer ici parce que c'est pas une présentation trop technique. Mais une des choses les plus importantes là pour le service, c'est de le mettre à jour. Et c'est pas facile, donc on essaie de faire de la transparence sur les dates de mise à jour des différentes briques de carte.app. Et donc dans la perspective de vraiment créer une plateforme fiable, grand public, pour afficher les cartes. Donc l'un des principaux défis, c'était les tuiles. Là, vous voyez la planète entière. En fait, ça fait quelques mois seulement qu'on a nos tuiles au niveau de la planète entière. Donc, qu'est-ce que c'est en fait des tuiles? Les tuiles, c'est un extrait de la donnée. Donc, la donnée OpenStreetMap ici. Donc, le but, c'est de réduire le poids parce que, en fait, regarder une carte sur un navigateur, c'est à peu près le même poids que regarder une vidéo YouTube. Donc, on a intérêt à filtrer la donnée. Et puis, la deuxième chose, c'est que en fait, c'est une vision politique du monde. Donc, chaque éditeur de cartes, en fait, c'est pas très connu, mais on fait à chaque fois des choix de mise en avant d'un objet par rapport à un autre. Par exemple, les établissements scolaires dont on parlait tout à l'heure, ou les routes dont je parlais aussi tout à l'heure. Donc, par exemple, ici, c'est un utilisateur du réseau Mastodon qui parle du fait que ça sert à rien quand on est piéton d'avoir les routes, les autoroutes urbaines en rouge. Donc la même question se pose sur le train. Donc vous pourrez remarquer que sur carte.app, au niveau de la France, on voit les rails, alors que sur Google Maps, on voit les autoroutes. Voilà, c'est un choix qui est fait. Et tout choix se défend, en fait. C'est juste important de savoir qu'il y en a plusieurs qui sont possibles. N'hésitez pas à consulter le blog. C'est des articles relativement grand public qui racontent un peu notre vision de certains de ces sujets. Je vois que mon temps est terminé, donc je vais essayer d'aller vite pour finir la presse. Donc l'une des grandes difficultés et l'un des grands intérêts à créer une plateforme publique comme ça, c'est que c'est très lourd. C'est-à-dire que pour faire tourner carte.app, en fait, on a un ensemble de services sur notre serveur qui pèsent chacun 200 gigas et quand il faut les mettre à jour, il faut mettre à jour ces 200 gigas. On a un autre sujet qui est très activement développé en ce moment, c'est les cartes plein air, donc le tout basé sur la plateforme carte.app. On essaie de créer des cartes plein air, donc aussi appelées outdoor en anglais. Donc là, vous voyez par exemple un peu en exclusivité cette carte plein air qui est en train de développer, qui est tout en bas là dans la liste des fonds de cartes en bêta. Et du coup, vous pouvez voir les lignes de niveau. Donc ça, de mémoire, c'est une source IGN. On a les ombrages qui permettent de voir les reliefs. Ça, c'est encore une autre source. Et puis, on a OSM, les données OpenStreetMap derrière, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'initiative si ça vous intéresse. Il y a un salon Matrix dédié aux cartes plein air. Un autre exemple, c'était les cartes des législatives, des résultats que j'avais faites en 2024. Et mon gros sujet du moment, c'est les plans de transport. Donc, l'idée, c'est de créer un plan de transport national unique. Et il suffit de zoomer pour voir le plan de Rennes, le plan de n'importe quelle ville, même si elle a que 3 lignes de bus, et de voir les horaires au zoom comme ça. Donc, pour résumer, on prend les données de transport.datagouv.fr qui sont absolument essentielles. On pourrait rien faire sans transport.datagouv. Et ça, avec la FLET, j'ai représenté un peu le procédé qu'on a besoin de mettre en place pour transformer tout ça en plan de transport grand public utilisable. Et encore beaucoup d'efforts à faire. Donc ça devrait sortir la semaine prochaine. N'hésitez pas à suivre le projet sur Blue Sky. On donne des extraits de ce que ça donne aujourd'hui. Et un dernier exemple, c'est le sujet du prix du péage des autoroutes. Donc pour faire des estimations de ce que coûte un trajet en voiture. Donc il y a des discussions avec DataGouv et puis avec des initiatives citoyennes, dont une est listée ici sur le forum OpenStreetMap. Voilà. J'ai aussi mis en place un système d'avis récemment. Hop, je passe rapidement. N'hésitez pas à aller voir les idées qu'on a sur Codeberg, le GitHub européen, sur lequel on développe tout ça de façon très active. Voilà. Je vais m'arrêter là, ça fait 10 minutes. Merci beaucoup. Je pense qu'on a le temps de prendre 2 petites questions. Il y a quelqu'un qui te demande quel est l'algorithme pour le calcul d'itinéraire. Alors, c'est une très bonne question. En fait, il y en a un pour chaque calcul d'itinéraire différent. Vélo, piéton, c'est Brouter, un excellent calculateur vélo qui s'appelle Brouter comme Bike Router.
Pour la voiture, c'est Valhalla, un autre calculateur basé sur OpenStreetMap. Tout est basé sur OpenStreetMap. Pour le transport en commun, c'est sur lequel je travaille le plus, c'est le projet Motis, M-O-T-I-S, qui est un excellent projet allemand européen de calcul d'itinéraire et qui fait aussi le piéton et le vélo et la voiture. Donc voilà, ça illustre bien, je pense que je vous disais tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup de recoupements et il n'y a pas de source de données partagée entre tout ça. Donc voilà, c'est coûteux de mettre tout ça en place. Et il y a aussi quelques questions qui se recoupent. Il y a quelqu'un qui dit UX très propre, bravo, mais quel avantage par rapport à OSM End, par exemple? Excellente question, c'est vrai que j'en ai pas parlé. OSMN, c'est une application Android, tout comme le projet Comaps, qui est un super projet qui prend un peu la suite de Maps.me et d'Organic Maps. Donc moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est Comaps. Les deux projets sont des applications mobiles qui n'ont pas vraiment de version web, en tout cas elle est balbutiante. Et donc l'un des objectifs de Card.app en 2026, c'est de converger avec Comaps. C'est-à-dire on ne va pas fusionner, mais quand il s'agit par exemple de passer de l'ordinateur à un trajet GPS voiture, on va simplement donner un clic sur un bouton pour passer en mode itinéraire sur Comaps. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Il y a quelques autres petites questions, mais je pense qu'on n'a pas le temps d'y répondre là à l'oral, vu le temps qui nous reste. Donc je pense Ça marche, qu'on... bah, le lien est ici pour venir discuter si vous voulez sur Matrix, le canal carte, pour les questions suivantes. Et du coup, est-ce que tous tes liens sont bien dans la présentation que j'ai mis dans le chat? Ouais, Ok, normalement ils sont super. tous là. Venez discuter tout en bas. Parce que quelqu'un, effectivement, demande si tu peux remettre... Enfin, si on peut me remettre tous les liens, mais du coup, ils sont tous dans la présentation. Je peux remettre le lien de la présentation dans le chat. Mais du coup, on Ouais, peut... c'est simplement une page web, ouais, la présentation qui est en ligne. Voilà. Super. Bah du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à Alexandre. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Hop c'est bon, le partage fonctionne. Donc bonjour à tous, je suis Alexandre Orion, que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais vous présenter Carte.gouv, dont je suis le chargé de produit, et rappeler un peu le lien avec la géoplateforme que vous connaissez peut-être ou sûrement. Grosso modo, pour rappeler un petit peu, les deux fonctionnent en dualité. Vous avez dû remarquer qu'il y a quelques temps, les adresses de flux UGN ont changé. C'est parce qu'ils sont tous passés sur la géoplateforme. Et donc la géoplateforme, c'est un moteur et une infrastructure qui est où est stockée du coup la donnée et qui propose des services qui sont mis à disposition des utilisateurs. Et du coup, c'est une infrastructure qui est actuellement ouverte, libre d'accès, qui est puissante, mutualisée et qu'on peut mobiliser par API si on sait bidouiller un petit peu tout ça. Et justement, pour les utilisateurs qui ne savent pas forcément bidouiller les API, on est en train de mettre en place une interface, donc carte.gouv, heu, qui en fait va venir utiliser les données et les services de la géoplateforme et les rendre à disposition des utilisateurs. Ça, c'est le 1er objectif de carte.gouv et en fait, toujours on a une stratégie actuellement à l'hygiène d'un peu de rationalisation, de ces outils. Donc il y a notamment les 2 d'en haut que vous devez certainement connaître, c'est Géoservice et Géoportail, qui vont rejoindre, à plus ou moins court terme, Carte.gouv. Donc Géoportail qui permet de visualiser de la donnée. En fait, on va venir dans un catalogue chercher, certaines données de référence, les afficher, pour les comparer. On a également des outils, qui sont mis à disposition pour, bah, pareil, calculer des itinéraires, annoter la carte, calculer une isochrone, voilà. Et tous ces outils-là, vous les retrouvez également sur carte.gouv. Et sauf que la différence avec Geoportail, c'est que sur Geoportail, on avait que certaines données qu'on avait décidé de mettre en avant, de par l'hygiène. Sur carte.gouv, en fait, on va avoir accès à l'ensemble des données qui sont déposées sur la géoplateforme. Or, sur la géoplateforme, comme je disais, c'est une structure qui est ouverte à la collaboration, ce qui veut dire qu'on va avoir des producteurs de données autres que Hygiène, qui vont pouvoir venir y déposer leurs propres données, créer leurs services de diffusion, heu et du coup les rendre accessibles, dans le site ou mobilisables par API directement.
Un deuxième outil existant qui rejoint Carte.gouv, c'est du coup GeoService, qui permet basiquement de rechercher une donnée dans un catalogue et pour pouvoir l'utiliser soit en la téléchargeant, soit en récupérant le flux associé et pour l'utiliser dans son SIG. Et ça rejoint avec les mêmes fonctionnalités Carte.gouv. On a 2 autres fonctionnalités existantes qui sont un peu moins connues, on va dire des gens. C'est d'une part l'espace collaboratif, heu, dans lequel en fait, on va avoir des producteurs de données qui peuvent mettre à disposition leur base de données, à une communauté, qui vont pouvoir, modifier cette base de données soit directement s'ils en ont les droits avec la contribution directe, soit en faisant des signalements qui sont ensuite pris en compte et modifiés, dans la base de données. Et donc ça, cette partie-là rejoint également Carte.gouv. Et enfin, le quatrième outil existant qui rejoint le site, c'est Macarte, qui est assez peu connu, même si on a 30 000 utilisateurs actifs, actuellement sur Macarte. C'est un outil qui permet en ligne, qui est totalement libre et gratuit, de venir créer ses cartes personnalisées, un peu comme, UMAP en fait l'a montré tout à l'heure. Donc on va pouvoir importer sa propre donnée ou utiliser de la donnée sous forme de flux, l'importer dans sa carte, faire une symbologie sur la donnée en fonction de la valeur de tel ou tel attribut. Heu et ensuite, partager, on peut aussi la mettre en forme avec pareil, hein, légende, titre, un volet descriptif. On a aussi, plusieurs formats qui permettent de faire de la narration, des étapes et cetera, des comparaisons de 2 maps de 2 cartes côte à côte. Et en fait, cette carte-là, ensuite, elle est partageable sous forme d'URL ou d'iframe à d'autres personnes qui pourront du coup la consulter, soit sur un site internet, soit via l'URL en arrivant sur la carte. Et qui est bien sûr interactif, on peut cliquer, ça affiche une infobulle sur l'entité si on l'a paramétré et tout. Donc ça, cet outil-là rejoint également Carte.gouv. Et on a également une cinquième brique fonctionnelle qui n'est pas un outil existant, mais qui est, on va dire, une nouveauté proposée spécialement pour le site. C'est de pouvoir publier en tant que producteur de données, passer par l'interface un peu plus intuitive, accompagnante pour l'utilisateur. Le producteur de données va pouvoir déposer sa donnée en format vecteur, puisque en passant par l'interface web, on va venir déposer de la donnée vecteur, qui n'est pas très lourde. Mais s'il avait déposé directement sa donnée raster, via une API sur la Plateforme, ensuite il peut passer sur Carte.gouv pour faire toute la suite du processus de, création de sa métadonnée, qui sera disponible dans le catalogue de Carte.gouv, et également, la création des services, de diffusion avec les différents types de flux à disposition. Donc pour rendre disponible, à l'utilisation sa donnée, que ce soit en accès libre, mais également en accès restreint. Si on peut venir déposer sa donnée sur la géoplateforme et donner une permission qu'à certains utilisateurs ou à une certaine communauté d'utilisateurs. Donc on a ces 5 briques-là qui sont mutualisées dans un seul site internet et on fait notre lancement officiel de Carte.gouv le 15 décembre. Donc je vous invite, il faudrait que je donnerai le lien du coup, peut-être pour s'inscrire. Il y a encore des places à l'événement qui va se dérouler en présentiel, dans les locaux de la DINUM, le 15 décembre au matin. Il y a encore un petit peu de place. Et donc en fait, le lancement officiel, il va, regrouper ces 3 briques du haut qui seront du coup accessibles. On va sortir de la bêta, heu et en fait, les briques en dessous vont rejoindre progressivement Carte.gouv, courant 2026-2027 avec, l'espace collaboratif qui va arriver entre guillemets «en bloc», courant 2026 et la partie créer des cartes, en fait, qui va arriver, heu, sous format un peu produit, mode produit. Donc on va avoir un premier parcours MVP à disposition courant 2026 qui va venir s'agrémenter de fonctionnalités, jusqu'à atteindre une richesse fonctionnelle équivalente à celle existante de ma carte. Je sors de la présentation ici pour passer directement sur, heu, hop, ce à quoi ça va ressembler. Alors, on est un peu sur le chapeau de roue pour finaliser. Notamment, vous voyez qu'ici, l'espace de navigation en haut, est différent vous verrez qu'il sera différent au moment du lancement. On aura notamment, un peu à la Google, un petit menu de service en haut à droite qui permettra
naviguer entre les différents services que je présentais juste avant. Et donc ici, on est en fait sur, la partie qui reprendra le géoportail. Donc, on va venir explorer des cartes. On peut venir évidemment rechercher une adresse, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, en haut à droite, on va avoir le catalogue de cartes, dans lequel on va avoir une dizaine, quinzaine de cartes de référence qui vont venir ici. Donc, voilà, pour l'instant, il n'y en a que 2, mais on est en train de mettre la liste. Et on va avoir accès ensuite à toutes les cartes disponibles qui sont déposées sur la géoplateforme, triées par thème ou par producteur, qui viendra être à disposition. Donc on va pouvoir voir les cartes, voir un peu les éléments, avoir des liens vers le producteur de la carte. On voit directement le nom technique du flux qui est utilisé, donc ça veut dire qu'on peut directement savoir si c'est quelque chose qui nous intéresse pour l'utiliser sur son propre SIG, par exemple. On aura également pour le lancement un lien vers sa fiche produit qui sera dans la partie catalogue de carte.gouv et le type de flux qui est à droite. Voilà. Et on retrouve, vous voyez que donc on a le gestionnaire de couches, évidemment, un classique, voilà, on voit les couches que vous avez cochées, vous pourrez ensuite les afficher, les désafficher, les supprimer, etc. Et vous avez en fait une interface qui vous permet de choisir quels outils vous voulez afficher. Voilà, par exemple, moi j'utilise tous ces outils-là. Ça viendra les afficher au fur et à mesure à droite ou à gauche, là par exemple pour la mini-carte. Et en fait, on y a ensuite accès, c'est tous les outils que vous avez actuellement sur le géoportail. Donc par exemple, je vais venir annoter la carte, je vais pouvoir créer mes points, ensuite je viens modifier la couleur de mon point, la taille du picto, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que même sous un format très simple de pouvoir explorer les cartes, voir les cartes, les afficher, les comparer, on peut aussi, dans ce petit menu-là, importer sa propre donnée si vous voulez l'afficher en plus sur la carte, et vous pouvez partager votre carte ou l'imprimer directement avec une URL qui vous permet, qui permettra à la personne à qui vous donnez l'URL d'arriver sur carte.gouv avec les mêmes couches que vous avez sélectionnées, au même endroit et avec les mêmes outils que vous avez sélectionnés, ce qui est très pratique pour partager des cartes de façon très simple. Et la partie partage de cartes un peu plus personnalisée viendra dans l'outil créer des cartes qui arrivera au fur et à mesure. Voilà. Vous avez l'accès aux légendes des couches ici, et vous avez un petit bouton, j'en parle rapidement, mais c'est sympathique, un sélecteur de territoire qui vous permet d'avoir un accès rapide les différents, ici les Drômes et la France métropolitaine, et en fait on aura prochainement également la possibilité de venir mettre ses propres emprises personnalisées dedans. Par exemple, si vous travaillez, vous avez les différents sièges de votre entreprise, par exemple en France, vous pourrez mettre les emprises que vous voulez là-dedans. Ça, c'est pour la partie explorer les cartes. Pour le 15 décembre, vous aurez la partie catalogue qui reprend ce qu'il y a sur GeoService. Donc, vous pourrez rechercher votre donnée. Par exemple, je cherche la baie des topos. Voilà, je vais accéder à la baie des topos. Alors, je reviens juste en arrière très vite fait. Vous pouvez trier évidemment par thème et ou par producteur. Vous avez également d'autres filtres un peu plus avancés à disposition. Vous avez des jeux de données, donc typiquement la baie des topos, voilà, vous avez une fiche produit pour la baie des topos. Vous avez également les pages des services, où vous retrouvez les services de diffusion, les différents flux, voilà, WMS, WMTS, etc., qui sont à disposition. Et on a également des fiches de réutilisation. Alors pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. J'enlève ça. Pour l'instant, alors, on n'en a pas, mais ça viendra. En fait, c'est la possibilité d'avoir une fiche dans le catalogue qui représente typiquement un cas d'usage d'utilisation d'une ou plusieurs données. Donc en fait, par exemple, vous avez une fiche de réutilisation. Est-ce que je peux avoir un exemple ici? Réutilisation. Non, je n'ai pas, j'ai pas l'exemple ici. En fait, vous avez par exemple une carte faite par l'OFB sur la présence de tel mammifère à tel endroit, qui va réutiliser plusieurs données qui viennent de producteurs différents, d'une part la baie des topos, d'une part je sais pas quelle autre donnée. Et ben en fait, vous avez ce cas d'usage qui est mis en avant, et du coup un lien dans cette page vers les différentes données qui sont utilisées pour cette réutilisation. Donc c'est très pratique pour avoir des cas concrets d'utilisation des données. Donc là, si je prends l'exemple de la baie des topos,
Sur une fiche produit standard, en fait, vous avez évidemment toute une partie résumée qui vous explique ce que c'est que le produit, un petit encart de contact pour contacter le producteur de la donnée, et vous avez toutes les informations un peu techniques autour de la donnée, de licence, voilà, d'accès. Vous aurez une partie de visualisation. Donc, dans une fiche produit, on peut avoir plusieurs jeux de données mis à plusieurs flux de diffusion mis à disposition en TMS. Voilà, typiquement pour la topo, il y en a plein. Hein. Vous voyez qu'il y a toute une liste en fait à disposition. Je peux venir sélectionner celui que je veux. Si c'est un TMS, je peux même venir choisir le style à lui appliquer. Par exemple, je vais voir que le bâti du TMS. Et en fait, je vais pouvoir ensuite, sur l'aperçu, venir zoomer et voir. Alors, comme c'est les bâtis, il faut zoomer un petit peu, voilà. Et on peut venir consulter directement en aperçu la donnée, voir à quoi elle ressemble. En vrai, avant de l'utiliser chez soi ou de la télécharger. Et si on descend, alors vous voyez qu'en haut, vous avez une barre d'accès rapide qui vous permet d'accéder notamment directement à la partie des ressources et liens qui intéressent la plupart des gens. Donc, c'est l'accès à la donnée même. Donc, cette partie ressources et liens, vous avez une partie de liens qui vous... Alors, chaque producteur met ce qu'il veut dedans, hein, mais ça peut être des liens vers un site internet du site institutionnel du producteur de la donnée si c'est pas l'hygiène. Ça peut être voilà, des PDF avec des descriptifs de contenu. Et en dessous, dans téléchargement et flux, vous avez... alors ici, il y en a deux parce que la BD Topo, il y a deux produits différents. Il y a la Express et il y a la V3. Et vous avez tous les flux qui sont à disposition. Vous voyez qu'il y a plusieurs pages, hein, ici en dessous. Tous les petits points, ce sont toutes les pages avec tous les types de flux. Et à chaque fois, vous avez le titre du flux et son nom technique. Et le type de flux. Ce qui vous permet de... Une fois que vous avez l'adresse du flux, vous pourrez récupérer la couche très rapidement. Et sur le téléchargement, par exemple, là sur la BD Topo V3, je vais cliquer sur le bouton télécharger. Ça m'ouvre en dessous le formulaire de téléchargement. Alors, encore une fois, hein, la BD Topo, c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de données. Donc, je vais venir ici, par exemple, trier par département, sur la Charente. Je pourrais... ça a été mis à jour récemment, ça d'ailleurs. Est-ce que ça marche? Voilà, si je fais ça, ça marche? Ouais, ça marche, c'est top. Il y a un filtre de date qui vous permet de trier par date de vos prépaquets. Et par exemple, voilà, moi je veux... est-ce que je peux pas avoir un... Voilà. On va descendre, on va faire 2021 par exemple. Voilà. Donc vous voyez que je n'ai plus que 3 pages avec différents prépaquets qui sont triés par ordre alphabétique. Donc si je descends à la 3e page, je vais avoir la plus récente à la fin. Ce qui me permet, si je clique dessus, de venir télécharger le fichier. Après, en dessous, vous avez des données qui sont un petit peu liées. Et ça, voilà, ça, c'est qui reprend les fonctionnalités de GeoService. Et encore une fois, en fait, si vous êtes producteur de données, intéressant, vous pouvez déposer votre propre donnée dessus. Je ne vais pas refaire la démo un peu trop en avant, mais jusqu'ici, le catalogue et explorer les cartes, vous pouviez accéder sans avoir besoin d'être connecté. Alors, il y a juste pour la partie explorer, le gestionnaire de jeu portail, si vous voulez enregistrer dans votre espace personnel une petite carte ou une donnée importée, bon là, il faut que vous soyez connecté, mais sinon, 95%, vous n'avez pas besoin. Par contre, si vous êtes producteur de données, que vous voulez publier une donnée à partir de l'interface, là, il faut être connecté. Il faut faire partie d'un espace de travail. Donc, en fait, quand vous êtes connecté, voilà, vous avez votre tableau de bord, vos espaces de travail. Si vous n'avez pas encore, vous avez de toute façon l'espace de découverte qui vous permet de tester. Et ça même si vous n'êtes pas producteur de données, je vous conseille de venir tester dans l'espace de découverte, de créer votre propre fiche de données et en parler un peu autour de vous. Ça apparaîtra du coup pas dans le catalogue, mais vous voyez un peu le principe. Et là, vous avez ensuite des boutons de demande de création d'espace pour rejoindre un espace existant. Alors, je vais pas trop dans le détail parce que d'une part, l'interface du tableau de bord va être refondue avant le 15 décembre. Date du lancement officiel, donc ça va un petit peu changer. D'autre part, parce que voilà, ça peut prendre un peu de temps de publier un flux, parce qu'il faut créer ses métadonnées, ensuite il faut aller un peu dans il faut renseigner les choses un petit peu complètes si on veut
proposer aux gens des choses de qualité. Mais c'est tout accompagné, hein. Vous avez à chaque fois les champs qui sont indiqués, qu'est-ce qu'il faut remplir, étape après étape. Donc il y a un accompagnement qui est beaucoup plus simple. Enfin, c'est beaucoup plus simple de le faire parce qu'il y a un accompagnement en passant par cette interface-là, plutôt que de passer uniquement via les API de la géoplateforme directement. Voilà, j'essaie de faire condenser parce que c'est un gros morceau, mais j'espère que c'était compréhensible par la plupart des gens qui sont là. Voilà. Donc je vous conseille, même si c'est encore en bêta et que ça sort en officiel le 15 décembre, allez voir sur carte.gouv.fr hein, dès maintenant. Hein, c'est en bêta, mais c'est actuellement tout à fait à disposition des gens qui veulent tester. Et il n'y aura pas de toute façon beaucoup de changements d'ici le 15, notamment lorsqu'on est sur la partie carte. Voilà. On a globalement ici quelque chose qui va pas énormément changer. Il y a que la navigation ici qui sera modifiée d'ici le 15. Voilà, et je suis disponible du coup si vous avez des questions. Super, bah merci beaucoup. On a reçu pas mal de questions dans le chat, mais vu que je vois que le temps file, je propose de les noter et de te les proposer, Alexandre, pour qu'on puisse répondre à tout le monde à l'écrit suite au webinaire, si ça te va. Tout à fait. Et d'enchaîner avec Maxime directement. Merci. Merci. Partage. Sélectionner un écran. Voilà, là vous devriez avoir un PDF sous les yeux. C'est tout bon. Et c'est pareil, je vous entends pas, donc. Ouais, on voit. Ouais, super. Donc, ouais, quand les équipes de DataGouv m'ont proposé de participer à ce webinaire là pour répondre à cette question, quels outils pour faire la cartographie, j'étais un peu embêté. Je vais vous raconter un peu ça. Je vais vous raconter un peu pourquoi, parce que moi, dans ma pratique, donc moi, je suis cartographe, hein, je fais partie d'un collectif qui s'appelle les artisans cartographes, et vous allez voir qu'on fait des objets qui sont des cartes, effectivement, mais qui sortent un peu de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc notre asso, elle a une dizaine d'années aujourd'hui. On mélange 3 grands piliers qui sont un savoir-faire technique, de l'artisanat, et puis un bon paquet de créativité quand même pour sortir des choses qu'on espère sortent un peu des sentiers habituels. Euh, donc sur l'image que vous avez sous les yeux, là, donc il y a plein de matériaux différents. Il y a, à gauche, vous avez de la céramique, vous avez du bois, vous avez du liège, vous avez des crêpes, vous avez du papier. Bref, plein de façons de faire des cartes qui sont très différentes les unes des autres, et donc plein forcément de techniques et d'outils différentes. Le seul point commun qu'il va y avoir entre toutes ces cartes-là, c'est qu'au départ, il y a systématiquement une donnée numérique, en tout cas qui a une existence, on va dire sur ordinateur, quoi, pour réussir à les fabriquer. C'est toujours notre point de départ. On travaille d'abord la donnée. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de toutes les sources qui ont été citées depuis presque une heure là. Il y en a énormément. Et donc voilà, le travail, il est toujours en 2 parties. Il y a une première partie où on est sur l'ordinateur, on traite la donnée, et ensuite, une deuxième partie où on la matérialise, on en fait quelque chose de physique. Ça a même un nom maintenant. Ça, je ne sais pas depuis combien de temps ce nom existe, mais je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. C'est la data physicalisation. Donc je prends de la donnée et je viens en faire quelque chose de palpable, de manipulable. On peut boire avec quand c'est de la céramique, ou même le manger quand on fait des cartes avec des pochoirs. Donc je ne vais pas vous détailler tous les projets. Moi, j'en ai pris un qui m'a bien plu et qui permet de bien comprendre un peu l'ensemble de notre procédé créatif et de nos processus donc de data physicalisation. J'ai pris un projet qui s'appelle Tous les chemins mènent au Havre. L'idée, il est assez simple. Donc vous avez sûrement déjà compris la référence à Tous les chemins mènent à Rome. Hein. L'idée, c'était de dire, est-ce que je peux faire une carte qui représenterait donc c'est pas tous les itinéraires, mais un itinéraire qui partirait de toutes les communes de France. Voilà, c'était ça le pitch de départ sur ce projet-là.
Donc allons-y, première étape, je suis sur mon ordinateur, j'ai besoin de récupérer l'ensemble de mes centroïdes de communes. Donc c'est un fichier plat au départ, hein, j'ai juste comme un CSV, on va dire, qui représente des latitudes, des longitudes, j'ai un couple de coordonnées pour l'ensemble de mes, de mes communes. Donc la première outil qu'on utilise, moi j'ai utilisé Notepad++, il y en a plein d'autres qui permettent de visualiser les CSV et d'interagir avec. L'avantage de ce genre de fichier plat, c'est que quand on a un couple de coordonnées, on peut visualiser. Alors pas avec Notepad++, mais comme c'est redondant avec une autre slide, j'ai pas mis le logiciel que j'ai utilisé pour l'instant. Voilà, donc à droite, la carte, c'est les centroïdes de toutes les communes. Vous voyez qu'elles n'ont pas toutes joué le jeu de la fusion là, qui était demandée il y a quelques années. Bref, je vous ai aussi repositionné le Havre au cas où s'il y a quelques lacunes en géographie parmi vous. Donc une fois qu'on a ce fichier-là, la deuxième chose à faire, c'était de dire il faut que je trouve un itinéraire entre l'ensemble de mes communes et Le Havre, la ville d'arrivée. Alors pourquoi Le Havre? Je ne vous ai pas répondu à cette question parce que notre association, les Artisans Cartographes, a été créée au Havre en 2015, donc c'était un clin d'œil un peu à notre ville de cœur, sur laquelle on avait envie de mettre en valeur. Donc ici, on a un exemple sur un calculateur d'itinéraire. Donc il y en a qui ont déjà été cités. Moi, j'ai utilisé Graphoper. Ici, on part de la ville de Nice et on va jusqu'au Havre. Donc il faut le faire 35 000 fois. C'est un petit peu long, donc évidemment on n'utilise pas cet outil en ligne. Là, la copie d'écran, c'est en ligne. Donc l'idée, c'est d'utiliser une API qui va permettre d'automatiser. Donc j'ai mon CSV en entrée et il va me sortir, lui, en sortie, des GPX, donc des traces finalement de l'ensemble de mes points de départ jusqu'au Havre. Ensuite, tout ce volume de données qui est assez conséquent finalement, parce que pour avoir une idée de comment c'est stocké, quand j'ai un trait comme ça, finalement ce qui stocke lui, c'est un ensemble de coupes de points, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un carrefour, j'ai un petit point avec la coordonnée de ce carrefour-là. Et voilà, donc j'ai une suite de coordonnées comme ça, de ma ville de départ jusqu'à ma ville d'arrivée. Donc là, j'ai pris exprès un point qui était très loin du Havre. Donc on imagine la centaine, le millier, peut-être même plus, j'en sais rien, de points qu'il y a entre Nice et Le Havre. Donc tous ces machins-là, il faut les visualiser, il faut les assembler. Là, vous avez le résultat final. J'ai fait ça avec QGIS. Ça peut paraître comme ça trivial quand je vous montre juste avec un clic de slide. En fait, il y a un travail qui est quand même assez long. Déjà parce qu'on a beaucoup trop de points. Nos lignes qui sont créées en GPX, elles sont beaucoup trop précises. Vous imaginez que pour sortir de Nice, il y a peut-être déjà 40 points parce qu'il faut aller chercher la rocade, le machin, tout ça. En voiture, je parle. Ça aurait pu être, bref, peu importe le moyen de transport. Là, on l'a fait en voiture. Et donc voilà, donc il y a un travail de lissage en fait de tous ces points-là, et puis ensuite il y a un travail graphique un petit peu pour réussir à faire une carte qui soit acceptable et qui soit assez jolie visuellement. Donc on peut jouer sur la transparence, on peut jouer sur l'épaisseur, quand plusieurs se superposent les unes aux autres pour montrer qu'on a vraiment, qu'on a vraiment une densité, que tout converge vers cette ville qui est la ville du Havre. Donc on aurait pu s'arrêter là. On a utilisé tous nos outils numériques et on a une belle carte qu'on pourrait imprimer sur notre imprimante à la maison. Mais on a évidemment eu envie d'aller un petit peu plus loin et à l'époque, moi je fréquentais beaucoup les Fab Labs et plein de gens qui font plein de choses hyper intéressantes. Il y avait des découpes laser, il y a des gens qui faisaient de la sérigraphie, il y a des gens qui faisaient, plein de techniques d'impression qui étaient différentes. Et moi j'ai voulu partir sur de la linogravure, donc travailler sur du bois et imprimer ensuite cette carte avec une matrice en bois. Le problème, c'est que je ne sais pas si vous visualisez le procédé de linogravure, mais il faut être avec sa petite gouge sur sa petite plaque et puis graver tous les traits. Donc ça me paraissait un petit peu long, un petit peu fastidieux. Et c'est là qu'intervient l'outil suivant. On a utilisé une découpe laser pour venir graver la matrice qui va nous servir à l'impression, tout simplement. Donc il y a plusieurs petites choses à préparer. Là, le découpe laser, pour celles et ceux qu'on n'aurait jamais vu, c'est un petit laser qui se déplace sur 2 axes et qui s'allume ou qui s'éteint selon un fichier qu'on lui a fourni en entier. En fait, l'algorithme que le laser utilise, ça s'appelle l'algorithme du peintre. Donc le fichier en entrée, c'est un bitmap de couleur blanc, noir. Et en fait, à chaque fois qu'on change d'état, donc on passe du blanc au noir ou du noir au blanc, le laser s'allume ou s'éteint. Donc quand il est allumé, le laser brûle le bois, quand c'est du bois qui est utilisé, comme on l'a fait là. Et quand il n'est pas allumé, il ne se passe rien.
Donc voilà, donc il y a eu un petit travail, pour ceux qui ne connaissent pas, le logo en haut à droite, c'est Inkscape, hein, il y a eu un petit travail de post-traitement après QGIS pour avoir un fichier bitmap qui soit utilisable et interprétable par la découpe laser. Cette découpe laser, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, le dessin, pour ceux qui ont l'œil, hein, a été retourné quand il est gravé, parce qu'en fait, cette plaque-là, ensuite, on s'en sert comme tampon. Et donc, comme tout tampon, il faut que le tampon soit gravé à l'envers, sinon on a l'image qui est à l'envers quand il est imprimé, alors nous on veut l'image qui soit correcte. Hein, vous avez le Havre qui est ici, donc il se retrouve à l'est finalement, enfin vers l'est, pour qu'une fois qu'on l'imprime, il soit à nouveau du bon côté. Donc voilà, deux nouveaux outils, Inkscape et puis la découpe laser. Une fois qu'on a notre matrice d'impression, et ben ça y est, il faut passer à la partie artisanale, c'est-à-dire qu'on sort notre rouleau, on sort notre peinture, et là on y va, c'est le même procédé que de la linogravure assez classique. J'ai eu la chance de faire ça dans un atelier qui était super équipé, avec une vraie presse, voilà, une vraie, enfin, toutes les presses sont vraies, mais je veux dire une presse professionnelle, voilà, avec du super matériel. On pouvait imprimer des grands formats, hein, je ne sais pas si ça se voit là, mais cette carte-là, elle est grande en fait, hein, c'est pas un A2, mais pas loin. Donc l'idée, c'est avec mon rouleau, je viens ancrer ma matrice. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, la matrice, elle est creusée. Donc en fait, la peinture ne va pas dans les creux. Ce qui fait que ensuite, quand je la mets sur ma presse, je viens poser une feuille de papier sur ma presse. Après, il y a tout un tas de systèmes avec une espèce de feutrine, etc. Bref, pour pas que le bois s'abîme. Et on passe sous cet énorme rouleau, qui est un truc qui est archi lourd. Et en roulant, finalement, je viens déposer l'encre qui était posée sur la matrice sur ma feuille de papier. C'est une encre qui est spéciale, hein, c'est pas de l'encre grand public, c'est de l'encre spéciale pour la lino qui est un peu pâteuse, qui met un certain temps à sécher, donc c'est pour ça qu'il faut des espèces de bacs de séchage là qui sont bien pratiques pour ça. Et voilà, et le rendu, je vous montre ça au bout de quelques jours. Je ne sais pas si vous avez aussi ma caméra, mais je l'ai l'exemplaire ici. Je ne sais pas si j'ai assez de recul. Ça donne quelque chose qui est super chouette parce que pour ceux qui ont déjà imprimé ou qui ont déjà vu des choses comme ça, il y a un grain en fait. Déjà, il y a le grain du papier parce que c'est pas du papier d'imprimante. Il y a le grain de la lino, enfin le grain du bois, pardon, puisque forcément le bois qui a été utilisé se ressent sur l'affiche qui a été créée. Il y a une seule chose qu'on perd, si vous vous souvenez de l'image qui sortait de QGIS tout à l'heure, c'est la transparence. C'est-à-dire que là, soit j'ai de l'encre, soit j'ai pas d'encre. Mais je peux pas faire des traits plus ou moins fins, etc. Moi, je trouve que l'image que je vous mets à l'écran là est toujours un peu décevante par rapport à celle que j'ai moi sous les yeux. Mais voilà, c'était un chouette projet. Et pour vous montrer que pour faire de la cartographie, voilà, il y a plein d'outils différents. Les 4 premiers sur la première ligne, c'est vraiment des outils, on va dire, numériques. Et puis ensuite, on passe à la partie artisanale où là, la palette d'outils, elle est super longue et super grande. Et donc voilà, on peut marier plein de techniques différentes pour faire plein de projets différents et plein de rendus différents. C'est ça qui nous anime, nous, dans notre pratique chez les artisans cartographes. Voilà, et ça s'arrête là. Trop bien, bah c'est vraiment super beau. Je le découvre en même temps que tout le monde. Et je vois plein de gens qui réagissent dans le chat, qui disent que c'est superbe, que c'est magnifique, que c'est fabuleux, que c'est très beau. Donc ouais, et on n'a même pas vu la vraie version que t'as avec toi. Ah, c'est vrai, là, comme ça, voilà. Bah, qui est à l'envers pour vous, parce que forcément mon écran retourne l'image, mais voilà. Bah trop bien, je vois qu'on a un peu dépassé le temps. En tout cas, j'ai trouvé que les présentations étaient vraiment super bien. J'espère que ça a été utile et intéressant pour tout le monde. Vous avez été super nombreux pour ce dernier webinaire de la rentrée de DataGouv, donc on est vraiment très heureux. Je propose de conclure là. Encore merci beaucoup à tous les intervenants. Il y a Alexandre et Aurélie qui ont dû nous quitter parce qu'ils avaient une contrainte à 15h30. Mais en tout cas, oui, je vais... Enfin, encore merci et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, salut.